Oui, monsieur le ministre, bonsoir. Je me présente Guy Valencien, je préside la convention on Health Analysis and Management et merci d'avoir pu décaler votre agenda pour être avec nous. Nous sommes très nombreux à vous entendre et je demande à mon collègue et néanmoins ami Brice Gaillet de venir vous interviewer. Vous savez que la parole à Cham est totalement libre, je sais que vous l'êtes aussi, donc on va bien, je pense, avoir un bon débat. Très bien, merci beaucoup, je suis ravi. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très très bien. Bon, voilà. Et je voulais d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, je le regrette, mais la technologie nous permet de rattraper un peu. Voilà, absolument. Brice, oui. Voilà. Bon, eh bien, écoute, monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, donc un sujet aujourd'hui sur cette CHAM, sur cette convention, c'est l'open santé du virtuel au réel. Donc évidemment, il y a du numérique. Alors l'open santé, l'open data, c'est un immense champ qui tient aussi bien les réseaux, la technologie. Je sais que tu es très sensible au medtech. Et là, il y a les objets connectés, on en parle beaucoup. Il y a les nanotechnologies, il y a les biotechnologies, tous les NBIC, mais aussi les big data dont on va parler dans la session. Ma question, elle est surtout pour l'open santé. Et ma première question, enfin, l'open data, est-ce que la France est un pays d'open data? Alors, je vais revenir à la santé, mais la France est un pays d'open data, elle l'est de plus en plus. Alors après, reste à savoir ce qu'on met derrière cette notion. C'est-à-dire qu'en termes de données publiques, on s'est beaucoup amélioré. Et quand je regarde, il y a des classements qui sont faits à l'international. On a fait ces dernières années un bond de la 16e à la 3e place. Donc on s'est beaucoup amélioré dans les classements d'open government. On est d'ailleurs très actif sur ce sujet. On va continuer d'ailleurs dans ce sens parce que à la fois dans la loi croissance-activité que j'ai portée, qui a été promulguée, on a continué à ouvrir les données publiques en matière de transport. Et puis dans les textes à venir, on va continuer cette ouverture de ce qu'on appelle la donnée publique. Après, il y a une notion qui est plus incertaine aujourd'hui juridiquement, qui s'appelle la donnée d'intérêt général, qu'on est en train de définir secteur par secteur, dans laquelle je pense qu'on peut faire des progrès, qui est en quelque sorte l'idée de dire, est-ce que la donnée appartient à quelqu'un? Ce qui est un vrai sujet qui est à la fois juridique, économique, et qui emporte beaucoup de conséquences. Et on voit bien les conséquences que ça a, parce que, en quelque sorte, la donnée brute, on peut dire, elle n'appartient à personne, donc il est normal qu'elle soit accessible. Et c'est une rente indue quand on la capture. C'est d'ailleurs ce que nous sommes appliqués à nous-mêmes avec la donnée statistique. Par contre, il y a des données qu'on peut construire à travers un travail, et celle-ci peut légitimement se poser la question de savoir s'il faut les ouvrir, en tout cas sans coût. C'est tout un débat aujourd'hui qui existe d'ailleurs dans de nombreux secteurs, et sur lequel on est en train de travailler pour voir comment s'améliorer. Et donc là, dans les prochains mois, je vais mener secteur par secteur ce travail pour voir comment on peut améliorer les choses. Parce que quand on donne accès à la donnée, on crée de l'activité. Je veux dire, on donne la possibilité à d'autres acteurs d'améliorer leur travail, on donne la possibilité de mieux valoriser cette donnée, on donne la possibilité de la transformer, et donc on crée de l'innovation. Mon seul souci, c'est de trouver l'équilibre entre toute cette innovation qu'on peut créer en mettant la donnée à disposition, et puis d'un autre côté, d'être sûr qu'on ne désincite pas certains acteurs eux-mêmes à innover et produire de la donnée, et en quelque sorte à les priver d'une juste rémunération de celle-ci. Alors, pour ce qui est maintenant de la santé, quand on regarde, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière cette notion de données et donc d'ouverture des données? On a des bases exploitables en matière de santé, on a beaucoup d'informations, en particulier les bases de données de l'assurance maladie. Donc là, on sait tout le potentiel qu'il y a. Je crois qu'on a d'ailleurs parmi les bases les plus extraordinaires. Les Israéliens ont réussi aussi à faire des choses en la matière absolument remarquables depuis quelques années, mais c'est un trésor. Et puis en même temps, chaque jour, et je dirais que les avancées technologiques en la matière complètent encore davantage, on améliore les données qui sont aussi exploitables et potentiellement ouvrables en dématérialisant de plus en plus de données, les données médicales, l'imagerie, etc. Et donc là, on a un deuxième corpus, en quelque sorte, une démultiplication des sources de données de santé qui sont aussi ouvrables. Alors, il est évident que l'ouverture de ces données, elle permet d'améliorer la qualité des soins, parce que de la même façon,
Elle offre d'abord à une multitude d'acteurs la possibilité de savoir davantage, d'améliorer leur coordination et leur accès à cette donnée. Elle permet de créer aussi de l'activité dans le secteur. Et puis avec le big data, elle permet d'améliorer le traitement et donc les aspects curatifs, préventifs, les aspects prédictifs aussi qu'on peut éventuellement avoir grâce aux grandes transformations du secteur. Donc ça a une vraie valeur ajoutée. Et donc l'équilibre, c'est, il me semble, en matière de santé, celui que je viens d'évoquer. Et évidemment en plus, parce qu'on connaît la sensibilité de ce secteur, la nécessité de permettre toutes ces ouvertures d'activité et de préserver, de sécuriser l'information individuelle la plus sensible. C'est ce qui a conduit d'ailleurs dans la loi santé en cours de discussion à l'équilibre qui s'est trouvé dans l'article dit 47 qui a conduit à ouvrir en quelque sorte de manière sécurisée les données selon en fait deux régimes d'accès en disant il y a un régime d'ouverture publique qui est l'open data sur la qualité des soins, etc. Tout ce qu'on peut ouvrir comme données qui n'a aucune conséquence sur les individus. Et puis, on ouvre de manière limitée, régulée, les données les plus sensibles. Ça, c'est à mon avis l'équilibre qu'on peut commencer à trouver. C'est un équilibre du moment, mais on va en parler. Je pense qu'il faut continuer à voir la tendance du secteur parce que sans doute faut-il aller plus loin. Oui, c'était un peu ça. Je crois qu'il faut vraiment revenir, tu l'as dit, mais la France est un pays extrêmement ouvert en open data. Tu dis qu'on est passé au 3e rang. Moi, j'ai découvert, et en 3 jours, pour vous donner une idée, vous l'avez vu sûrement sur le site des DataGouv, on est 20 548 bases ouvertes au public actuellement. Et ça a augmenté de 40 en 3 jours. Donc, il y en a tous les jours qui s'y mettent. Et en santé, il y a quand même 513 bases. Donc, on est quand même un pays open. Mais là, je parle au ministre, justement. L'industrie, toi, est-ce que ton analyse des enjeux, tu l'as donnée, mais est-ce que tu penses qu'on peut rester au premier plan en santé en France? Parce que la médecine française est quand même une médecine reconnue. Et est-ce que tu penses que c'est un domaine dans lequel on peut rester au premier plan? Et quel rôle tu as joué, mais alors comme ministre de l'Industrie cette fois-ci? Là, je parle, j'ai ma conviction et puis toutes mes insuffisances. Donc il faut aussi que vous me disiez comment vous voyez les choses. Parce qu'il y a dans la salle beaucoup plus compétents que moi. Moi, je vais vous dire comment je les perçois à ce stade. Je pense que, d'abord, il faut essayer de comprendre les tendances du secteur. Et en quoi on a des avantages et en quoi on a sans doute des choses à rattraper. Quand on regarde les choses, notre problème, c'est que on a une innovation qui s'accélère, qui est de plus en plus disruptive. On a l'enjeu des big data et donc d'une accélération. On a en même temps une médecine qui s'est développée avec un financement socialisé et une contrainte extrême en matière de coûts. Et donc toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Alors, en quelque sorte, on est dans une situation un peu paradoxale, en tout cas de forte tension, qui fait qu'il faut, je pense, préparer beaucoup de ces changements aujourd'hui et que nous allons, à mon avis, sur beaucoup de sujets, être en situation de devoir parfois adapter nos choix collectifs. Alors, si on regarde les choses, on a en effet une médecine, enfin me semble-t-il, un secteur qui s'est profondément transformé. Il s'est transformé parce qu'il y a un allongement de la vie, donc le vieillissement, il coûte, il crée d'autres opportunités aussi en santé. On a des maladies qui durent de plus en plus, c'est-à-dire que, pour le dire en termes simples, on meurt moins et on vit plus longtemps malade, donc ça a un coût. Ça transforme aussi la façon de soigner, avec des traitements tout au long de la vie. Et puis, on a des nouvelles technologies, une transformation technologique qui se fait, que tu commençais à évoquer, qui, me semble-t-il, est au croisement de plusieurs tendances. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre pour comprendre exactement notre rôle et voir comment on peut y réussir. Il y a à la fois le développement, dans lequel on est positionné, qui existe depuis plusieurs années, évidemment de la pharma, des big pharma et des biotech. Il y a en même temps l'émergence et l'interconnexion, je dirais, croissante entre la génomique, les neurosciences, les objets connectés et le big data. Et cette espèce de carré magique qui est en train de restructurer tout le secteur fait qu'il y a une accélération dans à la fois la connaissance, le traitement des données, qui fait que c'est pour ça que je disais il y a un instant, on est en effet très ouvert, on a trouvé les bonnes régulations. Je ne sais pas si on ne sera pas même dépassé par
l'innovation du secteur privé et la capacité du secteur à se transformer lui-même. Parce que quand on voit ce que le big data arrive à faire avec même les données disponibles aujourd'hui et les avancées croisées de ces 4 transformations, je crois qu'on a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore aujourd'hui parfaitement préemptées. Et moi, j'aurais beaucoup de modestie sur le sujet. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. La question, à mes yeux, c'est comment on le capte et comment on l'accompagne. Puis on viendra peut-être après sur les précautions qu'il faut avoir. Alors, moi, je pense qu'on a, sur ce sujet, beaucoup de potentiel. D'abord, on a une industrie existante. Et là, on a un défi. Le défi, c'est comment on arrive à utiliser nos avantages historiques et actuels pour capter cette vague. On a des grandes entreprises de Big Pharma, mais quand on regarde les choses, elles ont de plus en plus de mal à innover, en particulier en France. Et donc, comment on utilise la capacité d'action, le réseau de distribution, la plateforme que sont ces Big Pharma, pour les aider à faire un virage radical, au cœur de ce carré magique que j'évoquais il y a un instant. Ça, c'est la transformation industrielle, pour moi, je dirais, la plus importante. Ce n'est pas l'État qui le fera. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut focaliser nos crédits sur les sujets les plus sensibles en termes de R&D, accompagner les acteurs, mais il y a une transformation industrielle à faire de ce modèle classique et de moins en moins innovant en France vers un modèle qui permettra de capter non seulement les biotech, mais ces innovations les plus disruptives. Quand je regarde quelques acteurs très mobiles du secteur, je pense à Teva en particulier, c'est exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, et je crois que c'est important que nos grands acteurs français le fassent. Ensuite, on a un défi qui est d'essayer de faire mieux sur les éléments les plus critiques en matière justement de santé. Les essais cliniques, les médicaments de thérapie innovantes, cette médecine qui se personnalise de plus en plus. Et là, nous, on peut faire beaucoup plus, c'est à la fois côté industrie et santé, en permettant, si je ne veux pas être trop long, 2 choses. Aller plus vite et concentrer davantage le financement. Aller plus vite parce que, je disais, on est dans une économie de la disruption. Il y a une prime à celui qui, justement, accède au marché le plus vite possible et arrive à faire les tests le plus rapidement, à avoir les autorisations le plus vite possible. Et ça, c'est une faiblesse historique française, il faut bien le dire. Alors, ça ne nous coûtait pas tellement quand les marchés étaient organisés, qu'on était encore dans l'économie du Big Pharma. Aujourd'hui, ça commence à nous poser des problèmes. Donc, moi, je travaille beaucoup avec Marisol Touraine pour qu'on essaie de faire mieux. On a créé cette solution industrielle dans le cadre de Nouvelle France Industrielle qui s'appelle Médecine du Futur, confiée à messieurs Sirota et Charmeil. Pour moi, c'est l'un des axes principaux. Traquer partout les réductions de délais possibles en termes d'autorisation. Moi, je vois encore trop de start-up, je ne citerai pas les noms, mais qui me disent on a financé tout l'amont en France, on a eu de l'aide R&D, on a eu du financement innovation. Simplement, ça allait beaucoup plus vite d'aller faire les tests cliniques au Canada, donc on est allé au Canada, et puis après, la boîte se développe au Canada. Ça, c'est une perte de valeur pour nous. Donc on doit aider à faire plus vite en France. Et je crois aussi à passer au maximum, partout où c'est possible, d'une culture du contrôle a priori vers de l'accompagnement, du test et du contrôle a posteriori. C'est ce qui permettra là aussi d'avoir des plateformes de test qui aident les industriels dans un cadre qu'on aura bien défini, mais qui permettent d'aller plus vite. Donc vraiment, la vitesse d'exécution, je pense que dans ce changement, elle est fondamentale. Et avec elle, la vitesse... Pardon. Non, vas-y sur la vitesse. Non, je ne voulais pas du financement, revenir sur le financement, parce que dans ce domaine, ce n'est pas un financement. Il y a les industriels dont tu parles, et puis il y a les laboratoires universitaires qui n'ont pas le même système, il y a les start-up, et puis il y a les PME. Tout ça, ça peut pas être le même financement, si, selon toi, tu vas avoir le même modèle pour tout le monde, ou tu penses qu'il faut... Non, je pense, quand on regarde les choses, on a un financement de l'innovation qui marche aujourd'hui très correctement. On a... Des outils pour le financement, c'est vrai qu'ils sont plus utilisés par les ETI ou les grands groupes, avec en particulier Crédit Impôt Recherche, qui marche bien et qui est très utilisé par le secteur. Mais la mère des batailles dans cette économie de la disruption, en particulier en matière de santé, c'est le financement en fonds propres. L'equity, pour parler en bon français. C'est ça la mère des batailles, parce que quand on regarde les choses se faire, je crois que c'est une tendance qu'il faut avoir en tête. L'économie classique de rattrapage, elle pouvait beaucoup se financer par la dette. C'était des projets plus longs.
l'économie de disruption, en particulier en matière de santé, elle a besoin de beaucoup de fonds propres. Et là, que ce soit d'ailleurs start-up ou plus grands projets, on regarde qu'on a une capacité à financer en France qui existe sur les premiers tours de table. La Banque publique d'investissement joue un rôle réel, elle est là. Les business angels sont de plus en plus présents. Il y a des fonds de place qui se sont développés, de Truffle en passant par Sofinova ou Partech, avec des fonds thématiques. Donc dans le secteur, ça existe sur les premiers tours de table. On a un problème à partir du 3e, 4e tour de table en France. Ça, c'est une réalité. Et c'est un vrai problème dans le secteur de la santé, parce que le time to market, la durée avant d'accéder au marché, donc de rentabiliser le projet, elle est souvent plus longue que dans d'autres secteurs où on a de l'innovation d'usage. Et là, c'est critique parce que c'est ce financement qui fait qu'on peut faire grandir les startups et en faire des succès, qu'on peut là aussi accélérer beaucoup, parce que plus on a une capacité à se financer, y compris sur des tickets élevés, au moment justement où on va accéder au marché, où on est en train de faire des essais cliniques, plus on peut prendre les parts de marché. Et donc, c'est pour ça que je mariais le sujet de la vitesse et du financement. Parce que plus on va vite, plus on réduit ce cash qu'on brûle dans la période critique. Mais plus on acquiert du financement vite et à grande échelle, plus on peut prendre les parts de marché. On est dans une économie où the winner takes all, comme disent les anglo-saxons. Et là, c'est fondamental. Et là, on a une faille de marché. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'écosystème de financement. Ce n'est pas seulement vrai pour la France, hein, c'est l'Europe continentale, qui est celui du venture capital américain. C'est lié à notre histoire, à notre structure fiscale, qui ne l'a pas aidé. Et c'est lié au fait qu'il n'y a pas l'écosystème qui a concentré tout cela. Parce que où on voit vraiment ces structures de venture capital ? En Silicon Valley, depuis plus récemment côte Est, entre New York et Boston, et également en Israël, qui a un écosystème très particulier et qui a réussi à construire cette économie très innovante. Et donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est le défi pour moi des prochaines années, c'est là où j'ai concentré mon action sur le sujet financement, c'est de réussir à développer cet écosystème de venture capital. Ça suppose d'abord d'attirer des venture capital existants à financer l'Europe et la France. Le 7 octobre prochain, on fait venir à Paris, le président de la République dînera avec eux, on passera la journée avant, les grands fonds américains, israéliens et chinois, pour justement leur montrer ce que c'est que l'innovation en France, et en particulier en matière de santé. Donc on va leur montrer ce qu'on sait faire, parce que très souvent, ils ne se sont jamais intéressés. Et en les faisant venir, en construisant également l'écosystème de sortie, c'est-à-dire en poussant davantage à la fois les marchés, Alternext, Internext, et les grands groupes à racheter des startups innovantes, on crée l'écosystème de financement critique. Parce qu'un venture capital, pour qu'il vienne, il faut qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire, qu'il voit les opportunités. 2, il faut qu'il comprenne qu'il a des sorties s'il investit dans des startups, en particulier en matière de santé, e-santé, biotech ou autre, en France. Et ces sorties, elles se feront s'il arrive à coter l'entreprise ou s'il arrive à la faire racheter par un plus grand groupe ensuite. Et c'est là où, en France, on a une autre insuffisance, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la transformation des grands groupes, c'est que les grands groupes, et ce n'est pas vrai que dans le secteur de la santé, ne travaillent pas assez avec les startups. Ils ont une culture qui est une culture de l'innovation captive. Et elle est de moins en moins adaptée au monde tel qu'il va d'ailleurs. Parce que cette innovation disruptive, elle a besoin de chevaux légers, et on voit qu'elle se fait de plus en plus dans des petits acteurs, des petits laboratoires, chez des indépendants. Et donc, il faut que les grands groupes de plus en plus aillent chercher l'innovation à l'extérieur, ce qui, à mon avis, les rendra plus agiles, plus disruptifs eux-mêmes, mais en même temps, ce qui offre des sorties en termes financiers à ces startups et ce qui permet de nourrir un écosystème de financement. Donc pour moi, vraiment la clé en matière de financement, c'est qu'on arrive à développer ces tickets les plus importants avec des venture capital, avec de plus en plus de relations contractuelles et des rachats par les grands groupes, et avec aussi la création de sorties sur le marché de nos startups dans le secteur. Ouais, tu es d'accord, parce que je sais que tu t'y es beaucoup intéressé, mais le problème français quand même, moi, on a les médecins, on a tous le souvenir de la CGR quand même, qui avait notamment l'IRM, et on a beaucoup entendu, c'est peut-être pas vrai, mais que General Electric avait fait une fortune grâce à l'IRM française, qui n'avait pas d'équivalent à l'époque, et on a vendu ça à GE. Et on a des boîtes en France qui sont des PME en santé extrêmement innovantes, qui ont des technologies
qui ne sont pas ailleurs dans le monde. Je pense, parce que tu les connais, que j'ai vu qu'il était ici à Monaca Technologies, qui font du laser confocal. Il n'y a qu'eux qui le font. Et cette boîte, elle va arriver, je crois, à un moment. Comment elle fait? C'est ce que tu venais de dire. Mais l'autre problème en santé, c'est qu'il y agace énormément. C'est que les startups, quand ils vont faire des économies au système de santé, donc à l'ensemble, ils n'ont pas de retour. Donc c'est ce qu'on disait, on prend la moitié du risque et on prend la moitié des bénéfices s'il y en a. Et ça, c'est pas du tout le cas. Si on fait des économies, il ne se passe rien. Je crois qu'il faut les rendre plus visibles. Je comprends le sujet. Qu'est-ce qui crée parfois de la contrainte? C'est le contexte dans lequel on vit. Tu évoquais à l'instant Sacha Loiseau, je connais bien et qui est un entrepreneur de talent. On voit bien quand on parle avec lui. Il est avec nous. Eh ben, je le salue alors, avec tous les autres, parce qu'il fait partie de ces jeunes qui vraiment tirent le système vers le haut. Mais ces contraintes, c'est quoi? C'est les contraintes en termes de financement du secteur public, en particulier hospitalier. Et là, je dirais qu'on a les inconvénients de nos propres avantages. C'est que, oui, quand on a une contrainte budgétaire, elle existe parce qu'en même temps, on a beaucoup plus socialisé le financement du système que dans d'autres économies plus libérales où on peut avoir plus d'inégalités dans le système et donc des acteurs qui dépensent beaucoup plus sans forcément la même contrainte. Mais ça, c'est un sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a le sujet de la contrainte budgétaire. Et là, je pense que nous-mêmes, il faut qu'on ait une gestion plus dynamique. Ça revient un peu à ce que tu disais. Et ça veut dire qu'on arrive à modéliser en quelque sorte les gains que l'innovation donne au système. Au début, l'innovation, elle peut coûter au système parce que c'est un investissement. Et il faut qu'on arrive à beaucoup mieux modéliser le retour sur investissement, y compris pour le secteur public. Là, c'est ce que tu dis très bien, parce que ces innovations, eh bien, elles changent l'organisation même, et elles sont des opportunités de changement d'organisation, y compris pour le secteur public. C'est vrai que l'hospitalisation à domicile, dont on sait qu'elle est facteur d'économie, que la prévention en matière de soins, qui est aussi facteur d'économie, c'est ce que permettent ces innovations. Et donc là, on a avec ces innovations des dispositifs qui permettent de soigner à moindre coût à terme. Au début, c'est un investissement, mais on a un retour sur investissement qui peut être beaucoup plus rapide. Et ça, je crois qu'on ne le modélise pas suffisamment et notre propre organisation ne permet pas toujours de, je dirais, favoriser cela. La deuxième contrainte, je sais que Monakea l'a eu beaucoup et le président de la République s'était d'ailleurs lui-même engagé sur ce sujet. C'est le sujet de la rapidité. Ça revient au point que j'évoquais tout à l'heure. C'est les autorisations, c'est les tests. Et donc là, je crois que collectivement, quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'en matière d'essais cliniques, et c'est vital pour des entreprises comme celle-ci, on est encore aujourd'hui pas trop tatillon en fait, trop lent et trop dans la culture de l'a priori. Ça, je crois que je le reconnais. Moi, je continuerai à pousser beaucoup parce qu'on peut avoir les mêmes exigences en donnant la possibilité aux startups d'avoir un cadre d'intervention clairement défini et davantage de contrôle a posteriori. Là, on est parfois en attente, et ce n'est pas du tout des responsabilités qui sont ministérielles, c'est des autorités indépendantes la plupart du temps, mais on attend parfois très longtemps avant d'avoir le tampon de certaines autorités. Alors moi, j'ai une question à poser, alors cette fois-ci au ministre, je veux faire une petite start-up. Et je veux mettre en réseau les blocs opératoires, enfin rendre tout ça moderne et rester pas dans notre isolement actuel, les grands chirurgiens tout seuls, les plus grands chirurgiens du monde seuls dans leur bloc. Je veux faire une petite start-up, je veux mélanger. Et je demande à des experts combien on va se développer, comme tu l'as dit, il faut aller vite et il faut prendre le marché. Alors je dis, on va demander 10 millions. Et les experts disent, ah non, 10 millions, ça en France, non, mais c'est pas 10 millions, ce qu'il faut, c'est 40, 50 millions. Et on trouve ça où? Moi, je suis un petit jeune homme, un jeune professeur, et je veux faire ça. Je fais quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil pour trouver cet argent? Moi, je suis en effet d'abord incapable de savoir si c'est un bon projet ou un mauvais projet. Oh, c'est pas gentil. Et Dieu merci. Donc, il ne faut surtout pas que je me substitue à qui que ce soit. Après, de manière très simple, moi, je t'enverrai vers celles et ceux qui financent ça, c'est-à-dire les fonds soit de seed capital, en tout cas qui financent les premiers tours de table. Et donc, je t'enverrai voir qui un Truffle, qui un Sofinova, qui un Partech, la BPI, qui a un fonds également qui finance ce secteur sur les premiers tours de table, et des business angels du secteur, dont on retrouve d'ailleurs les noms dans les fonds que j'ai précédemment évoqués. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, en même temps que je fais ça, et moi je les encourage à le développer, je t'inviterai à aller dans les 2-3 endroits critiques, à faire
en quelque sorte ton tour du monde rapide, parce que ça peut coûter rapidement de l'argent, mais pour aller voir les quelques sites clés en matière d'innovation. J'ai vu, c'est à la fois ce qu'on fait faire aux jeunes dans Silicon Valley ou en Israël qui se lancent dans ce genre d'opération, c'est qu'on leur demande d'aller voir les quelques personnes de référence. C'est là où c'est toujours intéressant d'avoir un parrain ou un business angel. Donc ça, je trouve que c'est un élément particulièrement intéressant. Donc voilà, je t'enverrai faire le test de marché, aller te rapprocher de Business France et des quelques fonds, et faire le test critique. Et puis je t'enverrai voir les meilleurs académiques que tu connais mieux que moi du secteur, pour là aussi qu'ils fassent le test de robustesse. Après, si les premiers tickets arrivent sur cette base-là, je pense que derrière, il y a la plateforme qui existe en BPI sur les deuxième et troisième tours de table. Donc là, je te guiderai volontiers. Il y a Business France qui peut t'accompagner et qui a une vraie plateforme en matière de santé qui peut t'accompagner à l'export et pour étendre d'autres marchés. Et il y a ce que j'ai voulu qu'on mette en œuvre au niveau justement de la Banque publique d'investissement, qui est aussi l'accès au guichet européen en termes de financement. C'est-à-dire, c'est un des secteurs clés, et il faut que cet argent qu'on a mis à disposition dans le cadre du plan Juncker aide là aussi à financer le projet. Mais oui, le premier tour, tu vois, je ne prendrai pas la responsabilité de le faire. Merci beaucoup. Non, c'est bien. Non, plus sérieusement, maintenant, je sais que tu y tiens beaucoup. C'est dans ces nouvelles technologies, quand même, où le numérique, où la transparence va apparaître. Je ne reviendrai pas sur le dossier médical. Je crois que c'est pas le sujet, puis c'est pas ton sujet à toi, mais l'éthique, il y a un problème éventuellement je sais que tu es très important à cause du risque éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas, avec toute cette transparence, ces big data, sélectionner les risques? Comment on peut empêcher ça, ou comment tu vois ça, le risque pour les malades? La relation médecin-malade ou pour les malades? Je pense que l'impact sur l'éthique que tout le sujet dont on débat peut avoir, il est multiple. D'abord, il y en a un que tu vis sans doute au plus près que moi et que vous connaissez dans la salle mieux que moi. C'est quand même un impact sur la relation entre le médecin et son patient. Je veux dire, le colloque singulier est quelque part travaillé par ces innovations, puisqu'il y a la machine, la circulation des données, il y a d'autres éléments qui arrivent au milieu. Et on voit bien qu'on a un patient qui va être de plus en plus acteur de son propre soin ou co-acteur, qu'on a une partie du travail de médecin qui va se transformer, peut-être se numériser, se dématérialiser, et un médecin qui va se concentrer sur sa part de la valeur ajoutée. Mais est-ce que la machine va juger? Est-ce que le logiciel va juger? Est-ce que le logiciel va prendre des décisions qui étaient des décisions du médecin ou qui vont le contraindre ensuite? Je crois qu'il faut qu'on commence à se poser ces questions si on pense cette transformation aussi. Et ce sont des questions que je pense on doit collectivement, avec des hommes de science et des femmes de science, avec des philosophes, commencer à réfléchir. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas considérer que ce qui relève du jugement du médecin peut être modélisé parfaitement dans un logiciel. Bon. Ensuite, il y a la question en effet de l'accès à la donnée. Et là, on a d'ores et déjà un dilemme. On l'a. Qui est que si on ouvre toutes les données, on améliore sans doute notre capacité à prévenir, notre capacité à soigner, notre capacité à innover. Donc on pourrait dire qu'il faut tout ouvrir, tout de suite. Et en même temps, tu l'as très bien dit, si on ouvre tout de suite, eh bien, moi ça m'atteint dans mon intimité. On va ouvrir des données qui sont à moi, c'est pas normal. Et puis on atteint, en effet, l'intégrité de ma personne. Et puis on va créer en même temps des innovations qui, en hyper-individualisant le suivi du risque, vont venir fracturer la socialisation de son financement. C'est un sujet qui est à la fois éthique et financier. C'est-à-dire qu'en effet, on a tous les instruments pour individualiser le risque et donc sélectionner le bon risque du mauvais risque. Et donc c'est formidable. Je serai peut-être beaucoup mieux de manière instantanée si je suis un mauvais risque. Donc on pourra mieux me soigner. Mais en même temps, qui acceptera de payer ses soins? Et déchirer le voile d'ignorance sur cette matière, c'est un vrai problème, parce que quelque part, ça va venir déchirer les éléments de la solidarité. Je vais peut-être avoir un Parkinson. Je ne le sais pas aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que vous contribuerez toutes et tous dans la salle à me payer mon Parkinson, que
je peux vous le dire, en tant que ministre, je ne pourrai pas me payer quand ça m'arrivera dans quelques décennies. Si je le sais aujourd'hui, alors peut-être c'est formidable parce qu'on pourra prévenir, peut-être m'empêcher d'avoir ce Parkinson, en retarder les effets, etc. Mais je suis persuadé qu'aucun dans la salle n'acceptera de participer au financement de la prévention de mon Parkinson. Surtout si vous savez que vous ne l'avez pas. Et donc il faut à ce moment-là qu'on arrive à recréer d'autres formes de tontine, en quelque sorte, où vous saurez tout de suite que moi j'ai un Parkinson, mais moi je saurai que tu as un risque de dégénérescence rétinienne, que monsieur a un risque d'Alzheimer, et ce faisant, dans l'incertitude du coût final de la chose ou de sa prévention, on acceptera de se financer mutuellement. Mais c'est ça la question qui nous est posée. Donc ça, c'est une vraie question éthico-financière qui est, je pense, très importante. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je la mets sur la table pour qu'on partage la contrainte, mais je pense qu'il ne faut pas se voiler la face et il faut continuer à travailler. Puis la troisième question éthique que je me pose, c'est finalement, est-ce que le carré magique que j'évoquais tout à l'heure, de toute façon, n'est pas déjà en train de nous dépasser? C'est-à-dire, est-ce que les mécanismes même de l'intelligence artificielle, du traitement en masse, justement, de toutes les données que la génétique, les neurosciences, les objets connectés sont en train de rassembler sur la santé humaine, font pas que les choix éthiques sont en train d'être transformés à celles et ceux qui feront les logiciels. Et ça, c'est, je dirais presque, ce qui me perturbe le plus. Plusieurs qui doivent être dans la salle ou qui sont dans vos intervenants ont écrit sur ce sujet des papiers que je trouve très à propos. Je pense à Laurent Alexandre, qui a beaucoup réfléchi là-dessus. Mais ça veut dire que la réflexion éthique, on doit la conduire dès maintenant. Parce que il faut que ce soit justement les femmes et hommes de science, les responsables politiques, les philosophes qui se posent cette question aujourd'hui, pour savoir justement comment on peut réguler tout ça. Sinon, nous n'aurons plus ces choix, et ces choix seront pris de toute façon par le logiciel, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ils seront modélisés par un logiciel, et donc par celles et ceux qui les construisent. Et ça, je crois que cette accélération formidable qui se passe sous nos yeux, alors même que nous restons trop souvent focalisés sur les questions d'hier, font que c'est maintenant qu'il faut qu'on s'organise pour le faire, et surtout qu'on arrive à appréhender intellectuellement, conceptuellement, philosophiquement ce changement. Monsieur le ministre, moi je suis prêt à financer votre Parkinson si vous me financez mon Alzheimer, et on financera tous les deux l'ADMLA de Brice-Gaillet. Non, trêve de plaisanterie. En 2011, l'ancien président de la République avait réuni tout ce qui existe en matière de numérique à Paris. Ça avait été organisé par Maurice Lévy. Il y avait de Bill Gates à Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin. Et le président de la République, à l'époque, avait fait un très bon discours reconnu par tout le monde sur le rôle du politique, qu'il y avait à, non pas contrôler, mais à suivre, à assurer l'éthique de ces avancées. Et les participants avaient applaudi le discours et avaient répondu à Nicolas Sarkozy: Monsieur le Président de la République, vous avez raison, mais on ira toujours plus vite que vous. Donc, quelle réponse avez-vous à cela? Mais c'est vrai quand on parle de la loi. Moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en la matière, il faut donner un cadre et réussir à trouver les modes de régulation beaucoup plus plastiques sur tous les sujets qui vont avec cette nouvelle économie. Ça vaut pour la régulation sociale, ça vaut pour la régulation financière. Donc ça, je crois que c'est vrai, il faut qu'on ait une plasticité dans notre capacité à réguler qui ne passe plus que par la loi. Ça, je suis convaincu de ça. Maintenant, ce qu'on est en train de se dire, et donc qui donne, en particulier à nos économies, plus de capacité à réallouer très rapidement les facteurs, en matière de capital comme en matière de travail. Ça, c'est un vrai défi pour la France qui vaut bien au-delà de la santé. Maintenant, la question qu'on est en train de se poser, qui elle est éthique, pardonnez cette métaphore footballistique, mais elle justifie de poser le ballon. C'est-à-dire que oui, ça continue. Pendant qu'on est en train de se parler, il y a des innovations qui continuent, le flow est là et s'accélère. Mais on est néanmoins légitime à se poser davantage de questions éthiques et philosophiques pour savoir comment on le régule. C'est vrai pour l'éthique médicale, je crois que c'est vrai pour l'éthique politique aussi, parce que les systèmes d'innovation, on le voit bien d'ailleurs dans les réflexions libertariennes qui sont en train d'être poussées par beaucoup de ces acteurs du numérique, vont arriver comme une lame de fond sur les systèmes politiques qui sont les nôtres. Et donc si nous ne posons pas aujourd'hui ces questions principielles, qui ne justifient pas de prendre une loi, mais de savoir comment collectivement on s'organise, je pense qu'on rate beaucoup.
Et je pense en même temps qu'on fait avancer un système de manière hémiplégique. C'est-à-dire que oui, ça va beaucoup plus vite, ça innove, parce qu'en plus, il y a un système d'accumulation. Enfin, on sait bien que ce qui est formidable dans cette nouvelle économie, c'est qu'elle est formidablement déconcentrée. C'est-à-dire que l'intelligence est dans le nombre. Et donc cette économie, elle n'est plus dans les mains de quelques-uns qui décideraient et structureraient l'offre. Elle bouge à chaque instant parce qu'elle se multiplie avec l'intelligence collective. Mais on est en devoir de se poser la question de savoir quelles sont les préférences collectives que nous voulons assigner à cette économie, à ces transformations. C'est ça la vraie question politique. C'est pas faire la loi ira toujours plus lentement que ces transformations. Par contre, nous devons nous poser la question d'un cadre, parce que ça n'est pas celles et ceux qui font les logiciels, qui sont des chercheurs géniaux ou des entrepreneurs hyper talentueux, qui sont en situation de définir du coup dans leur coin, parce qu'ils capturent de la valeur à un moment donné, parce que c'est une rente d'innovation, ou qui sont en train de changer le monde par ce biais-là. Ça n'est pas à eux de définir de fait nos préférences collectives en matière d'éthique médicale ou de système politique. Et donc ça, c'est un débat ouvert que nous devons avoir. Et ce débat ouvert existe insuffisamment. Je ne suis pas en train de dire davantage que c'est moi qui dois instruire celui-ci en disant quelle serait la bonne régulation éthique de tout cela. Je suis en train de dire qu'il faut, aussi vrai que l'innovation est en train de se démultiplier, que les débats démocratiques sur ces sujets se démultiplient. Et je les trouve aujourd'hui trop absents. Et donc le débat sur l'éthique médicale, le débat sur le bon gouvernement, sont des débats absolument fondamentaux au moment où nous nous parlons pour non pas empêcher ou non pas essayer de suivre, mais accompagner ou donner un cadre à cette transformation. Bah écoute, merci beaucoup pour ces réflexions que tu partages avec nous. Je sais que c'est un sujet que tu connais bien aussi quand même, malgré tout. Merci beaucoup Emmanuel, merci. Merci à vous. Merci à vous. Je regrette encore une fois de ne pas avoir pu être là physiquement, j'en suis désolé, mais je serais très intéressé de lire vos conclusions, tout ce qui aura pu être fait, parce que je vous ai en fait laissé sur la table plus de questions que de réponses, j'en ai conscience, mais je voulais partager avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'interrogations, parce que c'est vrai, les choses vont parfois plus vite qu'on ne peut les réguler, mais on a un besoin de pédagogie et de compréhension, et je pense que vos travaux y participent, donc merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre, et nous nous reverrons.